Merci pour la présentation. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un peu de camp sur le fascisme. Des gens qui ne vont pas être d'accord avec le parallèle entre l'administration Trump et le fascisme. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. Et dans le cours, ce qu'on a vu, c'est qu'historiquement, les gouvernements de ce type-là ont beaucoup de difficulté à s'en sortir quand ils font face à des structures qui ne sont pas élues, comme justement les structures plus de fonctionnaires ou des structures plus législatives. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'administration Trump va trouver un moyen de passer par-dessus ces défis-là? On en voit ces temps-ci, il y a plusieurs défis qui sont freinés ou plusieurs actions qui sont très critiquées et freinées par des structures qui ne sont pas élues. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, étant donné que, justement, historiquement, les partis fascistes ont eu beaucoup de difficultés à aller de l'avant avec leur politique. On va prendre une deuxième intervention dans pas un panéliste en particulier. Je lance ça comme ça. Je lance ça comme ça. Donc, pendant qu'ils réfléchissent à la réponse, on va prendre une deuxième intervention et la coup de deux. Il y avait quelqu'un ici qui avait. Oui, donc merci beaucoup pour la présentation. Moi, de ce que je comprends de la présentation jusqu'à maintenant, c'est qu'on assiste un peu à un désir des politiques américaines de revenir à une économie plus américaine du style du 20e siècle. Donc, l'économie fossile, on va vers la fermeture des frontières. Les États-Unis, jusqu'à maintenant, ont quand même profité énormément des accords de libre-échange. On se rappelle du FMI à son époque où c'était une institution assez rigide. Jusqu'à où Donald Trump, aujourd'hui, peut modifier l'ALENA, parce que là, ça tombe comme sujet d'actualité. Quand on pense, par exemple, au chapitre 11, donc le traitement national qui avantage énormément les États-Unis, et la même chose avec le Buy American Act, qui est une loi américaine qui désavantage, nos entreprises, par exemple Bombardier, qui ne peut pas nécessairement soumettre ses projets dans une certaine condition aux villes américaines. Donc moi, je me demande jusqu'à où Trump peut remettre sur la table ce genre d'accord-là sans changer la donne ou de perdre l'avantage américain à l'heure actuelle. Juste pour remettre en contexte, si je ne me trompe pas, le chapitre 11, c'est le chapitre qui permet aux compagnies de poursuivre des gouvernements, mais il faut que la compagnie poursuive un gouvernement extérieur. Donc, ce que tu dis, c'est que ça avantage les Américains dans le sens que c'est probablement plus des compagnies américaines qui ont fait des poursuites? Oui, bien que nous, on a une législation qui est probablement plus restrictive au niveau des entreprises que les Américains pour... Deux micros, je vous invite à les partager. C'est ça, il y a l'autre également. Je verrai ça. Juste répondre à la deuxième question, en fait, avec tout le respect, peut-être pour mettre quelque chose en dessous, dans la prémisse de la question. C'est-à-dire que je peux tutoyer, oui, ça va, il y a pas de problème. En fait, je vais demander, tu me vois, mais je vais tutoyer. D'ailleurs, à chaque fois que je commence à enseigner un cours, j'ai vraiment l'impression de prendre un coup de vieux parce que j'ai beau demander aux étudiants et aux étudiantes de me tutoyer. Le 3/4 refuse par principe le voix, et à chaque fois j'ai comme l'impression que je suis à ça de commencer mon entrée. Donc, ça pour dire que quand tu dis que l'ALENA, puis quelque chose comme le chapitre 11 de l'ALENA, c'est extrêmement bénéfique pour les États-Unis, c'est une espèce de dénoncé qui englobe tout. Je dirais attention, parce qu'une des raisons pour lesquelles Donald Trump a eu autant de succès électoralement, à la fois dans les primaires et dans l'élection générale, c'est que justement, il a remis ça en question. Ce genre de discours-là, on l'a entendu aux États-Unis depuis, en fait, c'est pas compliqué, depuis 20 ans. Les élites des deux partis ont répété ça, puis ont répété ça, puis ont répété ça. Puis il y a eu un énorme disconnect entre ce discours-là, puis ce que croyait et ce que croit encore, en fait, je dirais, une majorité d'électeurs américains dans plusieurs des régions les plus importantes des États-Unis, les régions industrielles, là, tu vas au Michigan, tu vas en Illinois, tu vas en Louisiana, en Ohio, en Pennsylvanie, tu poses cette question-là aux gens, est-ce que vous pensez que ça a été bénéfique? La réponse, c'est non. Pour une majorité d'électeurs républicains et démocrates. C'est juste dire, c'est pas aussi simple que ça. Peut-être que d'un point de vue de PIB à l'échelle nationale, puis de croissance économique, ça fait jouer bien des. Ça a mal sorti. Ça a bénéficié, à beaucoup d'Américains, puis au pays de façon générale. Et pour beaucoup, surtout de travailleurs et d'ouvriers, c'est pas aussi simple que ça, le bilan de l'ALENA. Je suis pas en train de te dire que je suis d'accord avec les politiques industrielles de Donald Trump, mais je veux juste remettre ça en question. Une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Honnêtement, je pense que c'est une question ouverte, ne serait-ce que d'un point de vue constitutionnel. Parce que ce que Trump a dit, c'est que si la renégociation de l'ALENA ne va pas comme lui il veut, il va retirer unilatéralement les États-Unis de l'accord. Puis ça, c'est même pas clair constitutionnellement qu'il a le pouvoir de le faire.
Les États-Unis ont le pouvoir de le faire, mais est-ce que l'administration, sans l'aval du Congrès, a le pouvoir de le faire? C'est pas sûr, ça. Donc, je dirais, la réponse à la question qui me concerne, c'est qu'on le sait vraiment, vraiment pas. Ce que je pense qu'il est inévitable, c'est que ça va se renégocier, mais à quel point c'est vraiment modifier l'accord, honnêtement, je pense qu'on va le voir durant les prochains mois. Ça risque de venir très tôt. On ne va pas attendre 3 ans pour voir ça. D'après moi, ça s'en vient. Je vais juste être sûre, avant de reprendre le micro, que c'était pas sur l'ALENA, puis que pour pas sauter d'une question à... Je pense que l'autre fonctionne mieux, hein. C'est mieux de prendre l'autre. Donc, pour pas sauter d'une question à l'autre, donc je dirais moi sur la question par rapport au gouvernement fasciste et des structures. Je pense qu'aux États-Unis, avec ce qu'on appelle le check and balance, les poids et contrepoids, il y a cette structure-là, en fait, qui empêche la montée d'un pouvoir fasciste tel ceux qui ont sûrement dû présenter dans le cours. Je n'ai pas suivi le cours, donc je ne peux pas élaborer plus sur ce point-là. Mais je pense qu'un des points intéressants en ce moment, c'est justement cette balance de pouvoir-là. Donc, d'une part, sur le travel ban, le Muslim ban, le refugee ban, peu importe l'appellation qu'on utilise pour ce décret-là, il y a eu le pouvoir judiciaire qui a agi sur la question, qui s'est formé comme un contrepoids à la volonté de l'exécutif du président Trump. Mais il y a aussi le pouvoir législatif qui est quand même encore présent. On en parle un peu plus en ce moment avec les confirmations du comité du gouvernement de Trump, mais à long terme, c'est un pouvoir qui est là, et c'est un pouvoir qui est très sensible à l'opinion publique, et actuellement, l'opinion publique aux États-Unis s'organise. Donc, globalement, je ne vois pas comment Donald Trump pourrait prendre tout le pouvoir, et c'est ce que Raphaël disait aussi, c'est que c'est un individu dans une structure qui est beaucoup plus équilibrée que dans d'autres États où il y a pu avoir une montée de pouvoir d'un seul homme ou d'une seule femme. Et donc, moi je vois d'un bon œil la mobilisation politique citoyenne actuellement, et c'est fait de façon spontanée aussi. Donc je pense que c'est intéressant, c'est à surveiller. Et puis c'est des mouvements qui peuvent trouver écho chez des représentants de la Chambre des représentants, des sénateurs, qui vont être en élection en 2018 alors que Donald Trump ne le sera pas, et qu'on pourrait voir un retour de balancier à ce niveau-là qui pourrait avoir plus d'impact par la suite. C'est Bill Maher qui faisait la blague comme quoi le système américain était tellement bien fait, tellement bien équilibré qu'on le testait en ce moment. Il faisait comme un test de stress que les ingénieurs feraient un pont ou un matériau. Là. On brasse la cage et on regarde ce qui va se passer. C'est un humoriste, là, on s'entend. Peut-être pour ajouter à la thématique des poids et des contrepoids, je crois que tu l'as mentionné dans ta question, il y a aussi toute la question des résistances qui viennent de la bureaucratie, au-delà vraiment de ce qu'est des institutions. On voit notamment ce contrepoids dans Trump sur le marché des jours, c'est toutes les fuites qui proviennent de sources anonymes, dont on ne sait pas trop qui c'est, mais qui, en fin de compte, sont des gens probablement issus de la bureaucratie, assez haut placés, mais enfin des killers, si on peut dire. Et puis, ça montre, il y a toute une littérature un peu en sciences politiques sur le fait que les bureaucraties, puis les agences gouvernementales, etc., ont un peu leur vie propre. Elles ont leur culture d'agence, leurs objectifs particuliers, etc. Et puis, quand la tête pensante de l'État commence à proposer des réformes ou des politiques qui ne leur conviennent pas trop, elles sont un peu là, je sais pas, on va voir. Puis elles modifient un peu les procédures, elles freinent en fait de leur point. Et peut-être que c'est un autre contrepoids important auquel non seulement Donald Trump n'est pas habitué, mais aussi qui n'est pas anticipé, qui peut jouer un rôle important dans la suite des affaires. Alexis et André, juste m'inspirer, juste rajouter une phrase rapidement. C'est drôle parce qu'on a depuis en fait 3 ou presque maintenant 4 semaines, la personne qui a probablement les tendances les plus autoritaires qu'on a eu comme président des États-Unis depuis très 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 longtemps. En même temps, le dernier mois, surtout les 2-3 dernières semaines, viennent de nous montrer précisément en quoi on est extraordinairement loin d'un régime autoritaire à cause de justement tous les problèmes que Trump connaît au niveau des fuites qui sont multiples. Il n'y a pas juste eu des fuites avec Martin, il y en a eu plusieurs des fuites au niveau des blocages judiciaires, etc. Et on n'a même pas encore parlé, comme André a fait allusion,
au blocage législatif qui vont venir tôt ou tard. Donc, on est à mon avis, très loin de ça. Je veux dire, quand même, le meilleur petit défi, parce que moi, je pense que le défi, il est vraiment plutôt dans le discours de Trump. Et le discours, ça valable est vraiment une autre question, il me semble, par rapport à la pensée aux États-Unis. Et on pourrait s'aligner là, même le Canada. Et le défi, c'est que lui, là, il essaie de délégitimer toute instance qui va aller à l'encontre de cette décision mal pensée, là, quelque part, et dans des décisions qui sont populistes tout à fait. Ça, c'est le danger, selon moi. Le fait qu'il va dire « Oh, the so-called judge », mais « It's not a so-called judge », c'est un juge, on dit quand même. Tu sais, mais c'est vraiment ça, ou de dire mais les médias qui sont biaisés ou les médias qui mentent. Donc, il essaie vraiment constamment, tout son discours, c'est de délégitimer. Et il est en train de créer, comme il y a donc quand même une partie importante de la population qui est en train d'écouter tous ces faits alternatifs à côté de ça. Et on va voir c'est quoi que ça donne à la base, là, mais à quelque part, ça décrit comme tout discours, puis ça décrit la réalité, puis sa réalité alternative dans laquelle les personnes ne font pas confiance aux institutions. Ils sont là précisément pour assurer une balance des pouvoirs, quelque part, et puis pour s'assurer que tout le système marche comme il faut. Ça, c'est le seul petit défi que je vois par rapport à ça, parce que je suis bien d'accord que le système, quand même, il y a ce livre, mais c'est long. Si je peux juste ajouter, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que certains d'entre vous ont déjà consulté le site Breitbart News? Ils sont déjà allés sur Breitbart. Mais c'est super intéressant, non? C'est super intéressant parce que j'ai vu hier ou avant-hier comme quoi toutes ces informations à lui, à Donald Trump, il les prend sur ce site-là, qui est un site à scandale, si on veut, un site de médias avec des nouvelles où les faits sont politisés et tout. Mais lui, c'est sa base pour aller chercher toutes les informations. Sans présumer que lui s'informe dessus, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on écoute les déclarations de Donald Trump, qu'on voit ces mesures, qu'on dit mais pourquoi il a fait ça n'a pas de sens. Ensuite on va sur Breitbart, on lit ce qui est écrit et tout fait du sens. Et pour les gens qui sont sur Breitbart, tout ce que dit et fait Donald Trump a beaucoup de sens. Et je pense que je crois que je vous invite à aller sur Breitbart parce que ça va faire beaucoup de clics et je ne leur souhaite pas tant de succès. Mais ça peut être intéressant une fois s'il y a quelque chose qui vous interpelle que vous ne comprenez pas, allez sur Breitbart et puis essayez de voir comment les informations sont retournées, quelle interprétation on propose. Et puis on voit qu'il y a une volonté dans Donald Trump. Peut-être il sait probablement qu'il s'aliène d'une Amérique qui est plus progressiste, etc. Mais il sait qu'il a une base aussi avec laquelle il peut jouer. Et il faut rappeler quand même que l'ancienne rédacteur en chef de Breitbart, Stephen Bannon, est dans son cercle rapproché. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il y a un peu des synergies entre les deux pour dire un peu bon, on va faire ça, puis ça va être votre job maintenant de faire en sorte que notre base électorale le voit comme ça, puis le comprenne d'une manière épargnée. Avant de prendre d'autres questions, je voulais juste mentionner qu'à un moment donné, le site PolitiFact d'incite, il y avait environ 66% des affirmations de Donald Trump qui étaient soit fausses, invérifiables ou qui n'étaient pas tout à fait exactes, tout à fait véridiques. Tous les présidents ont menti à un moment ou à un autre de leur carrière, mais généralement, ça tourne autour de 25%. Et puis, pour qu'ils montent jusqu'à 66% d'informations fausses ou indémontrables ou suspectes, probablement qu'il en soit une partie. C'est vraiment une partie de ça que lui, il est convaincu que c'est la réalité et qu'on lui cache les choses.